Aujourd'hui, rencontre avec Julia Spiesser, danseuse, chorégraphe, professeure et directrice de la compagnie Les Josianes. C'est au Carreau du Temple que nous avons parlé de son parcours, de sa vision de la danse, de sa passion pour la transmission, ainsi que du process de création de sa compagnie. On commence ? Oui. On se met en mode sérieux ? Allez. On s'est pas être sérieux. Putain, c'est dur. Allez, on y va. Julia, déjà, merci d'être là. Merci d'avoir accepté ma petite invitation pour ce nouveau projet que je lance qui s'appelle Rencontre avec, où je fais des rencontres du coup avec des chorégraphes, gens du milieu de la danse, danseurs, directeurs artistiques, pour parler de vos parcours, de ce qui vous anime, de vos projets et parce que j'ai envie de parler avec vous. Du coup, je me suis dit, tiens, on va mettre des caméras et on va parler ensemble. Eh bien, j'en suis absolument ravie, évidemment. Est-ce que tu peux nous resituer, Julia, pour les gens qui, même ceux qui te connaissent, mais nous refaire un petit peu une overview de ton parcours, de qui tu es, tout simplement. Qui suis-je ? Je me le demande encore tous les jours, parce que ça change tous les jours. Mon parcours, je vais essayer d'être brève. Je suis née dans une famille d'artistes, donc très tôt j'ai baigné dans cet univers-là, très musical, très philosophique, très ouvert, donc j'ai eu cette chance-là. Très tôt j'ai commencé la danse, je ne me souviens pas vraiment avoir commencé à danser, j'ai l'impression que j'ai toujours dansé. Ouais. Mais par contre je sais que j'ai commencé à prendre des cours de danse à l'âge de 5 ans. Et puis quand j'en ai pris toute mon enfance / adolescence. Et quand j'ai eu 15 ans, j'ai découvert Paris Centre, donc le centre Rico Dumps, qui était à l'époque à côté de Place de Clichy. Et là, j'ai eu un coup de foudre pour la danse urbaine d'abord. Voilà, donc j'ai pris des cours de danse urbaine, donc du locking tout particulièrement. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout que j'ai commencé par ça. Pourquoi tu commences par le locking ? Très simplement, je débarque à Paris Centre, j'ai 15 ans. À l'époque, il n'y a pas du tout de réseaux sociaux, tout ça. Je tombe sur Junior Almeida qui me dit « je donne un cours ». Je lui dis super, je viens. Il me dit tu veux pas savoir ce que c'est ? Je lui dis non, moi tant que c'est de la danse, j'y vais. Okay. Voilà, et je me suis retrouvée dans ce cours-là. Et donc j'ai pris des cours, énormément de cours à Paris Centre tous les soirs après le lycée. Je suis rentrée dans une compagnie à ce moment-là, donc on avait des entraînements assez réguliers et après 2 ans avec eux, je me suis dit bon, là je sais que je veux faire ça. Je suis allée voir mon père, je lui ai dit écoute papa, je sais que je veux devenir danseuse, qu'est-ce qu'on fait ? Il m'a dit écoute c'est super, mais bon c'est dur. Je lui ai dit je suis prête et il m'a dit écoute je suis d'accord pour que tu arrêtes le lycée pour rentrer dans une école de danse. Okay. Et c'est à ce moment-là que je suis rentrée à l'AID. Voilà, et dans l'école dans laquelle je suis restée environ 1 an et demi. Et après une blessure, je n'y suis jamais retournée. J'ai décidé de continuer toute seule parce que je suis un peu un électron libre qui n'aime pas trop être mise dans des cases. Tout ce qui est académique, parfois c'est un petit peu difficile pour moi. Je suis assez rebelle. Et donc voilà, j'ai commencé à me former toute seule au studio harmonique. Je suis partie aux États-Unis, ensuite je suis partie vivre à Londres pendant 2 ans. Et puis vers 18-19 ans, j'ai commencé à passer des auditions. Au début ça marchait pas du tout. Et à force d'acharnement, ça a fini par marcher. Donc je suis rentrée dans le monde du travail un peu comme ça. Pourquoi tu dis que ça marchait pas du tout ? Pourquoi ? Ça marchait pas du tout parce que... je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite, mais j'avais pas forcément le physique qu'il fallait pour être dans ce milieu-là, ouais. Enfin en tout cas dans cet aspect, dans cette partie de ce milieu-là. Du coup, c'était pas évident parce que je me suis dit que faire. Et donc j'avais pas forcément le physique pour ça, j'avais pas forcément suffisamment confiance en moi, donc je foirais beaucoup les auditions, j'avais des trous noirs, j'oubliais les chorés quand j'arrivais devant le jury, enfin j'avais du mal à gérer mon stress à ce moment-là. Et donc je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut juste travailler beaucoup plus et il faut travailler mon niveau pour qu'on ne voit plus que ça.
et pas le reste. C'est pas quelque chose du coup qui t'a fait baisser les bras, quoi? Pas du tout. Ça a été difficile parce que je comprenais pas en fait au début, du haut de mes 18 ans, je comprenais pas pourquoi on prenait des gens plus pour leur physique que pour leur niveau de danse ou pour leur expressivité ou tout simplement pour leur artistique, leur art. Dans tout ce que ça comporte. Donc je l'avais pas trop au début, je me disais mais tiens, c'est quand même étrange. Puis après j'ai compris au fur et à mesure. Mais non, moi je suis quelqu'un d'acharné, j'ai un gros niveau de niaque qui je pense est très nécessaire pour ce métier-là. Mais non, rien ne pouvait m'arrêter, c'était mon rêve, c'était ma vie, c'était tout ce que je voulais. Et en même temps je suis très déterminée mais très bosseuse parce que je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Voilà. C'est quoi la danse? Tu te dis justement, enfin pour avoir cet acharnement-là, ça veut dire que la danse, ça t'apporte quelque chose d'hyper puissant. Comment tu pourrais décrire ce que c'est la danse pour toi au sens large comme ça? Qu'est-ce que ça te fait de danser? Qu'est-ce que ça me fait danser? Ça me fait respirer, tout simplement. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est tellement vrai. Pour moi, la danse, ça a été une urgence. Il fallait que je danse, il fallait que je sorte des choses avec mon corps, il fallait que je répare des choses aussi, il fallait que je me réapproprie mon corps. Donc ça a été vraiment une urgence assez viscérale de danser en fait. Et j'ai suivi ça parce que c'était vital pour moi. C'est ça vraiment qui m'a drivé en premier lieu, ça a été vraiment ça, c'est parti de quelque chose de très intérieur, de presque animal, tu vois. Oui, comme une obligation, quoi. Il n'y avait pas d'autre choix que ça. Il n'y avait pas d'autre choix que ça, il me fallait ça pour respirer, pour être bien dans ma tête, pour aussi dépasser les épreuves, pour me connaître mieux moi, pour avancer dans la vie en fait, c'est dans tout ce que ça peut comporter de difficile et de moins difficile, de triste et de joyeux. C'était mon moyen à moi ou de me canaliser aussi et de transpirer mes émotions. Qu'est-ce que du coup, pour revenir sur ton parcours, donc du coup les auditions commencent à payer. C'est quoi le premier job typiquement? Toi, tu as commencé par quoi? Quels ont été les premiers jobs un peu aussi de ta carrière? Purée. Alors, on ne va pas parler que de Sia et de Pink. Non, pas du tout. Ah non, mais j'en suis très contente. Je sais, c'est pour ça que je te lance là-dessus. Il faut commencer quelque part. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'ego. Et pour moi, tout était bien à prendre, tout était bon à prendre, tout était une expérience qui se transformerait de toute façon en expérience positive. Et voilà, j'étais une gamine, je sortais de l'école, évidemment que j'allais pas tout de suite prétendre. Pour moi, il me semblait important de gravir des échelons petit à petit. Alors j'ai dansé pour le sosie de Billy Crawford, j'ai dansé pour le sosie de Laurie, donc on n'est pas sur le vrai. On est une période sosie. On est sur des sosies, donc. D'ailleurs, j'ai jamais dansé pour les vrais non plus. Si jamais, n'hésitez pas. N'hésitez pas, il n'est jamais trop tard. La revanche. Et j'ai fait beaucoup d'événementiels, j'ai fait des tournées pour Cronenbourg, j'ai fait des tournées pour Clan Campbell, tu vois, ça m'a fait mes premières années d'intermittence et pour moi c'était ok, donc c'était quelque chose, mais moi je dansais, je gagnais des sous avec ça, donc c'était incroyable. Ouais. Voilà, puis ensuite sont arrivées les auditions pour d'autres types de jobs. Donc j'ai dansé pour Christophe Willem à l'époque, ça a été aussi un de mes premiers gros jobs. J'ai fait le Hit Machine aussi, qui à l'époque était un peu le rêve. Qui était dingue. Oui, c'était fou de faire le Hit Machine. Donc c'était avec Cascada, c'était facile. Attends, Cascada, c'est quoi? Avant de faire Pink et Sia, voilà, c'est ça, hein? Un truc comme ça, sauf que c'était une chanson encore moins connue, bref. Voilà, mais tout était bon à prendre. Et en même temps, j'ai commencé à côté de ça à créer ma propre matière. Et j'ai toujours eu envie d'enseigner. Et très vite, j'ai eu ce besoin et ce ressenti-là de partager aussi mon univers avec d'autres personnes. Et ça c'est pareil, hein, les cours de danse au début il y avait 1, 2, 3 personnes pendant longtemps, mais je m'en fichais. Moi s'il y avait une personne qui avait envie d'apprendre de moi, c'était suffisant. Des fois il y avait personne, le cours est annulé, mais c'est pas grave non plus. Je me disais ça fait rien, j'aurais fait une choré pour moi. Et ça aussi ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai vraiment l'impression de gravir
des montagnes petit à petit. Et je suis contente aussi que ça ait pris cette forme-là parce que déjà, il faut savoir être patient, je pense. Il faut savoir être patient et faire les choses dans l'ordre aussi, c'est bien aussi quoi. C'est ça. D'apprendre le métier au fur et à mesure. Oui, exactement. Moi, je me souviens aussi quand même parce que j'ai pris des cours avec toi, vraiment il y a très longtemps. Est-ce que ça, les gens savent? Et je me rappelle surtout, vous étiez plusieurs, mais il y a eu vraiment une vague où vous êtes arrivés, vous partiez pas mal. Vous étiez plusieurs à partir un peu aux États-Unis notamment, et vous avez ramené aussi quelque chose qu'on n'avait pas ici. Et moi, je me rappelle que, vous étiez, mais il y a eu un moment donné où prendre des cours avec vous, c'était genre, vous ameniez en fait la modernité et quelque chose qu'on n'avait pas, que personne n'avait accès, et c'était vraiment dingue. Donc moi, je me souviens surtout de cette période aussi de cours blindés où dès que vous faisiez le moindre cours, c'était dingue. C'est vrai que moi, je suis partie très tôt aux États-Unis. Déjà parce que j'adore voyager, j'adore me barrer à l'autre bout du monde parce que je trouve que c'est hyper enrichissant ce genre d'expérience, mais c'est un autre sujet. Et donc je suis partie avec ma copine Julie, on est parti 3 mois donc à Los Angeles quand on avait 19 ans. Et là, effectivement, ça a été un énorme choc, on va dire, et en même temps une claque d'inspiration, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment 3 vidéos YouTube qui se battaient en duel, tu vois. Donc, il n'y avait pas du tout accès à tout ce qu'on a aujourd'hui. Et en fait, c'est vrai que de voir ces cours avec cette espèce de musicalité, ce mélange des styles, ces gens aussi qui savaient tout faire, qui apprenaient super vite, qui amenaient un truc mélangé aussi avec, un espèce de théâtre physique aussi, très musical, très dans les différentes dynamiques de corps, très organique, et moi j'ai fait genre papa, qu'est-ce que c'est ce truc? Et c'est vrai que je me suis vachement inspirée parce que ça m'a beaucoup parlé, et je me suis dit un peu putain, ça c'est vraiment quelque chose qui me parle quoi, qui m'inspire, et quand je suis rentrée en France, j'ai commencé à développer aussi ma propre matière, en m'inspirant effectivement de tout ce que j'avais vu, parce qu'on était à 7 cours par jour, du lundi au dimanche. On n'avait pas le temps, donc c'était on y va, on rentabilise la moindre seconde quoi. Mais surtout qu'il y avait aussi, je trouve que ce style est arrivé en même temps, il y a eu ce côté par rapport au travail qui était nécessaire d'avoir, parce que ce style-là était présent à peu près partout, et si tu voulais bosser au final, il fallait absolument être là-dedans quoi. Il y avait un truc où ce style est arrivé en même temps, et du coup vous avez aussi pris cette place un peu, je pense, c'est là où est arrivé aussi tout le chemin un peu chorégraphe, et d'arriver sur des gros projets aussi, carrément en chapeautant le projet directement quoi. Oui, c'est vrai que en fait d'avoir un peu travaillé tout ça, ça m'a permis aussi d'accéder à après d'autres types de jobs, dont le job de chorégraphe, qui est venu après avoir été danseuse, puis assistante chorégraphe, puis chorégraphe. Merci Hakim, parce que c'est quand même lui qui m'a ouvert ces portes-là, Hakim Gorab, je le cite. Donc ça m'a permis aussi d'apporter ma petite touche à encore plus de monde, et sur des plus gros projets, effectivement, dont notre ami la télévision. Le lien que nous avons ensemble, c'est une grosse partie. Oui. On parlait de la place de chorégraphe. Comment on arrive à être chorégraphe? Comment on devient chorégraphe? Comment t'as accédé à ça, toi, en tout cas? Alors, moi j'ai accédé à ça d'abord en étant danseuse. Je prenais énormément de cours, évidemment. Je prenais des cours de tout, et j'en prends encore aujourd'hui d'ailleurs. Je dis ça parce que c'est important quand même de toujours continuer à se nourrir. Ouais. Et puis un jour, c'est Hakim Gorab qui me repère dans un cours, et je reçois un message un jour, et ça c'est rigolo quand même, de cette personne, donc Hakim, qui me dit salut Julia, écoute, ça fait un moment que je te vois, ça fait un moment que je te suis, je te vois danser, est-ce que tu veux m'assister pour tel job? Et là, en fait, j'étais tellement choquée que je lui réponds « Coucou Hakim, c'est gentil, mais tu t'es trompé de numéro. » Donc là, en fait, tu m'as envoyé à moi, Julia, mais je pense vraiment que tu t'es trompée. Bisous. Et là, il me dit « Non, pas du tout. » Non, mais tu vois, c'est dans quoi j'étais. Et là, je me dis « Mon Dieu, super, c'est parti. » Donc j'ai commencé à l'assister. Donc lui était chorégraphe et moi, j'étais son assistante. Donc j'ai appris comme ça.
sur différents projets donc, qui allaient de la télévision au spectacle vivant, au film. Enfin, c'était un petit peu au coaching d'artistes. Il y avait vraiment de tout. Et quand lui est passé directeur artistique, il m'a donné donc mes premiers jobs de chorégraphe. Où là, donc j'étais à la gestion des équipes de danseurs. C'est ça. Donc je faisais le lien avec la production, tout ça. Et puis c'était ma vision chorégraphique qui était là, quoi. Donc pour moi, ça s'est un peu fait comme ça. J'ai appris d'abord, pareil, en étant danseuse, puis en étant assistante chorégraphe, puis j'ai commencé à chorégraphier. Voilà, c'est fait comme ça. Et puis après, j'ai eu l'occasion de chorégraphier pour d'autres gens, pour d'autres projets, et j'ai développé un petit peu mon truc comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a des choses, quelle a été l'expérience la plus folle un peu que tu aies pu avoir, ou la plus enrichissante, ou celle qui t'a marqué pour... Je sais, tout dépend de la raison, mais est-ce qu'il y a un projet notamment qui a été déclencheur pour toi, ou qui a vraiment signé quelque chose chez toi? Tu veux dire en tant que chorégraphe ou de manière générale, quelque chose qui a un peu installé aussi ta place et celle que tu es devenue aujourd'hui dans ce milieu-là, quoi. Mais est-ce qu'il y a un événement, quelque chose? Alors, je crois, ça a été quand même au moment où j'ai commencé à donner des cours au studio harmonique. Ça a été quand même un petit tournant, parce qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de cours de ce style-là à ce moment-là. Et notamment une vidéo YouTube, mais à l'époque, c'était pourri, on filmait dans la glace. C'était vraiment génial, brut, tu vois, le truc. Et ça, c'est vrai que cette vidéo-là, m'a fait un peu décoller ma carrière de professeur international surtout, et ça m'a permis d'ouvrir vraiment sur l'Europe entière. Donc ça a été vraiment un élément déclencheur. Et puis je sais pas, comme ça. Moi, j'ai eu effectivement des jobs qui m'ont marqué, notamment danser pour Sia. Bon, être soliste pour elle, ça c'est vrai que c'était un truc qui était irréel, complètement inatteignable. Enfin, même pas, j'y avais pensé en fait. Je pensais même pas que c'était possible, vraiment. Et quand c'est arrivé, c'est vrai que ça a été vraiment quelque chose qui a marqué fort ma carrière. Et je sais pas, c'est un peu tout. C'est un peu tout, parce que chaque expérience a apporté une pierre en fait au mur au mur artistique que j'étais en train de construire. Donc chaque petite chose a été importante, chaque grande chose a été importante. Je pense que ça a été un mélange de plein de choses. Ça n'a pas vraiment été, à part peut-être, comme je disais, cette vidéo-là, mais c'était plus dans l'enseignement. Mais sinon, je pense que ça a été vraiment un enchaînement de circonstances, un enchaînement de projets, un enchaînement de petites choses qui ont fait ma carrière, quoi. Je reviens aussi sur l'enseignement. Je sais que c'est quelque chose que tu adores, qui est hyper... Il y a des gens, des fois, qui lâchent ça un peu, tu vois, qui s'éloignent, mais parce que ça ne devait pas leur apporter peut-être autant. Mais toi, je sais que c'est un truc de transmettre, de donner un cours, d'être avec des gens réunis. C'est un truc qui t'anime, quoi. Ah ouais, mais pour moi, la danse, ça se partage. Ça se partage, ça se vit en collectif, ça se transmet. Les cours de danse m'ont apporté des sensations et des émotions que j'ai jamais pu retrouver ailleurs. D'avoir... je sais pas, il y a eu des moments où c'était un arrêt sur image et en fait, le temps s'arrêtait. On n'était plus des gens, on était des âmes qui dansaient ensemble, et j'ai eu des moments magnifiques. J'ai eu la chance de voyager beaucoup grâce à ça aussi. Et aussi, voilà, la danse n'a pas de frontières, pas de religion, pas de langue. Et c'est merveilleux de pouvoir se connecter grâce à la danse, grâce au langage du corps. Et c'est très important aussi parce que le professeur est très important. Et c'est même primordial parce que les élèves nous écoutent. On a une mission qui n'est pas des moindres. Il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on transmet, à comment on le transmet. Et voilà, pour moi, j'ai eu envie aussi d'être une personne qui peut guider aussi des gens à travers leur parcours, à travers leur vie artistique. Et c'est très important. Moi, je prends ce rôle-là extrêmement au sérieux et ça me passionne, mais comme au premier jour. Vraiment. Genre vraiment comme au premier jour. Et aussi, un truc qui est rigolo, c'est que j'ai, à chaque fois, et pourtant j'ai donné des cours, peut-être des milliers, un stress, une espèce d'adrénaline
de track avant de donner un cours. Justement parce que je sais que ça va être un moment important pour les gens et que je ne veux pas me louper. Et encore aujourd'hui, à 37 ans, après des années d'enseignement, j'ai encore ce petit truc-là et j'adore. Pourquoi je sais que tu as le track pour plein d'autres choses aussi, on se connaît bien, mais je sais que le track c'est quelque chose qui fait partie aussi de toi. Pourquoi justement tu as encore ce track-là? D'où ça vient? Qu'est-ce qui fait que Est-ce que c'est parce qu'effectivement tu sais que tout ce que tu fais est hyper important, t'es tellement à fond, mais qu'est-ce qui fait que t'as toujours ça qui existe et toujours aussi fort? Pourquoi c'est pas quelque chose qui est passé finalement avec le temps, avec l'assurance et tout ça? Je crois que c'est parce qu'en fait je suis passionnée comme au premier jour. Moi je mets vachement ça sur le compte de la passion parce qu'à chaque fois pour moi il y a un enjeu. C'est pas un truc en plus comme ça, il y a un enjeu. À chaque fois que j'ai la chance d'être sur scène, la chance de transmettre des émotions via la danse, de passer des messages, d'enseigner, pour moi c'est puissant c'est pas rien, ça peut pas être rien. Parce que c'est tellement passionnant et tellement important pour moi que je pense que c'est pour ça que j'ai encore cette espèce de petit trac à chaque fois. Et mon papa, qui a fait carrière dans le cinéma, m'a toujours dit « Le jour où tu n'as plus ça, arrête ». Et ça résonne dans ma tête beaucoup, parce que… il me dit « Le jour où tu n'as plus ça, arrête », parce que ça veut dire que tu auras peut-être perdu quelque chose ou que tu ne seras plus à la même place ou que peut-être que tu seras allé au bout de quelque chose aussi. Enfin, c'est que ma vision, mais moi je le ressens vraiment comme ça. Et à l'inverse, ce track-là, il t'a jamais empêché quoi que ce soit? Il m'a fait, comme je disais, foirer des auditions au début, donc c'était une lutte continuelle avec ça quand même, parce que c'était pas évident, non. C'est pas évident de partir avec ce bagage-là. Et j'en parle souvent à mes élèves ou à des danseurs, des jeunes danseurs, danseuses que je croise. Ça se maîtrise. Donc il faut juste trouver ces petits trucs à soi pour maîtriser ça. Et plus on fait, plus on maîtrise et moins ça nous empêche. Donc ça m'a empêché de faire des petites choses ou ça m'a pas mis à l'aise à des endroits, mais il faut remonter sur le cheval direct, comme ils disent. et se dire que il y a une gestion qui est possible de ça. Il faut juste savoir le transformer. Ça aussi c'est ma vision, mais transformer ce stress et ce trac en adrénaline, et c'est pas pareil. L'adrénaline ça te booste, le trac ça peut un peu t'empêcher. Mais si tu arrives à transformer, à trouver le moyen de mélanger le bordel, rajouter des petits trucs, respirer trucs, tu peux le transformer en adrénaline et là t'en fais quelque chose de bien. Voilà. Ce track du coup aussi, t'es passé au-dessus parce que tu as aussi monté des projets perso et tes projets à toi, rien qu'à toi, sans une émission, sans un artiste, sans rien, juste pour toi, et c'est hyper important aussi de se lancer là-dedans, mais c'est pas forcément simple. Je voudrais qu'on parle aussi du Freaky, qui a été un événement hyper marquant dans le milieu de la danse. Je dis qui a été, mais qui sera peut-être de nouveau. Oui, stay tuned. Mais je voudrais que tu nous parles aussi de cette envie-là qui va encore dans le côté transmission et partage, et est-ce que tu peux nous parler de cet événement? Le Freaky Art Show, que tu connais très bien, c'est parti d'une envie de réunir, de rassembler, de fédérer autour d'une passion commune pour l'art vivant dans tous ses états. Et donc mes 2 années à Londres m'ont permis de m'inspirer aussi pas mal de beaucoup de choses là-bas, dont ce genre de scènes ouvertes. Eux, ils avaient beaucoup de scènes ouvertes où c'était des spectacles comme ça, où les chorégraphes, les plus jeunes ou moins jeunes, ou qui venaient de tous les styles différents, avaient l'opportunité de créer des pièces pour pouvoir les partager, les montrer. Eux, ça leur faisait un petit boost, ça donnait une raison de créer, on va dire. Et puis, il y a la possibilité de le faire dans un théâtre avec des lumières, les aspects professionnels de la chose, quoi. Et puis de s'inspirer les uns les autres aussi, de pourquoi pas être vu par des professionnels, par d'autres chorégraphes, par des directeurs artistiques. Et je me suis dit, mais c'est dommage, on n'a pas ça chez nous, et ça serait génial, parce que quand j'ai vu le bonheur que ça a généré pour les gens, je me suis dit que ça serait super de faire ça ici. Et alors donc, comme moi, encore une fois, je commence avec quelque chose, avec 3 bouts de crépon, mais il faut commencer quelque part. Voilà. Donc,
J'ai appelé ma copine Lily, donc directrice du Lac Studio. J'ai appelé un peu mes amis en France et en Europe parce que j'avais la chance d'avoir un réseau aussi européen. Et je me suis dit que c'était une bonne opportunité aussi de connecter un peu les pays entre eux parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance de voyager. 10 ans en arrière, il n'y avait encore pas trop de réseaux non plus. Enfin, c'était pas pareil encore qu'aujourd'hui. Et voilà, j'ai mis 3 bouts de scotch dans la salle d'en haut du Lac Studio, des rideaux noirs là, sur les miroirs, et puis j'ai fait une petite affiche et j'ai dit bon bah voilà, venez, entrez gratos, etc. Et en fait, ça a fait un truc de fou. Il y avait un monde fou, une ambiance de dingue, un moment mais qui restera vraiment gravé dans mon cœur parce que c'était trop beau ce qui se passait. C'était vraiment pour l'amour de l'art. Pour le bonheur d'être ensemble, pour le bonheur de se connecter, de partager ses visions artistiques. Le public a été incroyable tout de suite. Enfin, on était tous collés dans cette petite pièce, tu vois, on suait. Enfin, il y avait une chaleur humaine qui était géniale aussi. Et je me suis dit, putain, ce truc-là, il faut que je l'emmène quelque part parce que c'est trop beau, ça fait du bien à tout le monde et je pense que ça peut apporter vraiment quelque chose. Et là, un dénommé Julien Chapereau m'a dit, et là on échange d'interview. Alors Julien, comment tu es arrivé sur ce projet? Et là, moi j'ai entendu, parce que moi j'étais pas là, moi je l'ai pas vu ce premier. Là, ouais. Je l'ai pas vu, mais on a beaucoup parlé. Et je sais plus, je crois qu'on me dit, ah ben Julia, elle cherche peut-être à en faire quelque chose, mais toi t'as toujours fait beaucoup de choses, donc t'avais mis le truc, et des fois aussi on fait passer nos projets perso finalement un peu après le boulot, toujours. Et du coup, moi, je crois que je t'ai proposé, je t'ai dit, écoute, moi, si t'as besoin d'aide, ça m'intéresserait de m'impliquer avec toi là-dessus. Et on a trouvé un théâtre, et on a commencé, et là, on est parti pour... Et là, on était parti. Et on l'a donc emmené en théâtre pour la première fois à l'Apollo Théâtre, et s'en est suivi 9 éditions. Ouais. C'était hyper important pour moi aussi d'avoir tout le côté caritatif. Et c'est ça, je pense, qui t'a un peu plu aussi, parce que je me suis dit que en fait, on peut se rassembler, on a cette possibilité, cette belle communauté qui fait que, oui, quand on veut être ensemble au service d'une cause, on peut le faire. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant de mettre aussi notre art, nos mouvements et puis notre force collective au service d'une association. Et donc, voilà, tous les bénéfices ont toujours été et seront toujours reversés à une association qui, donc on en a fait plusieurs, mais qui vient en aide aux personnes qui ne peuvent pas forcément être, venir voir un spectacle ou être sur scène ou danser. Et je trouve que c'est hyper important en fait. Voilà, donc c'était aussi une des caractéristiques du projet. Et il s'en est passé des choses. Il y a eu des moments tellement magiques. Ouais, incroyable. Ça aussi, pareil, c'est dingue, c'est trop beau. Je me sens très chanceuse, tu vois, en te parlant, d'avoir pu traverser toutes ces choses-là. Je me sens extrêmement chanceuse et je veux le dire. Voilà. Et du coup, le Friki, quelle est la suite du Friki? Alors, le Friki... Est-ce qu'on l'organise maintenant devant ces caméras? Oui. Save the date. Non, bon, alors, on a fait 9 éditions qui étaient incroyables. Ensuite, il y a eu le Covid. Il y a eu donc la naissance de mon premier bébé artistique, donc ma compagnie, dont on va parler, je pense peut-être. Mais en tout cas, donc j'ai mis énormément d'énergie à créer cette compagnie-là. Puis après, la naissance de mon premier bébé. Pas encore artistique, voilà. Pas encore que. Enfin, il est déjà très artistique. Donc voilà, j'ai eu évidemment, comme ça peut arriver dans la vie, des priorités à des moments. Des projets dans lesquels j'ai souhaité mettre toute mon énergie, mais la 10e édition arrive très bientôt. Tu dois regarder la caméra pour le dire ça, comme ça c'est gravé à jamais. Alors il se trouve que 2025 c'est les 10 ans du Friki Art Show, parce que la première édition a été en septembre 2015. Septembre 2025, ou un peu plus tard, peut-être si on n'a pas trop le temps, mais pourquoi pas. 10e édition sur les 10 ans. C'est dit. C'est dans la boîte, c'est enregistré. C'est dit pour la 10e édition, pour les 10 ans. Bon, merde, je suis obligée maintenant. Pression. Alors justement, on va parler effectivement de ce bébé artistique. Danseuse, chorégraphe. T'as fait plein d'autres choses aussi liées à la danse évidemment. Et puis tout d'un coup, tu t'es lancé dans ton propre projet. Ouais. Dans ta propre création.
dans ta propre compagnie. Et ça... Personne ne me dit quoi faire. Ça, je sais que c'est quelque chose qui te tenait à cœur aussi, mais qui n'était pas simple pour toi finalement de prendre cette confiance-là et de se dire que les gens allaient venir peut-être juste pour toi, pour ton propos, ton idée, ta création. C'est clair. C'était quelque chose de pas si évident. Et comment est arrivé tout ça? Comment ce projet est né? Comment les Josiane sont nées? Alors, les Josiane, ça fait longtemps que c'est là, dans mon cœur, dans mon corps, J'ai essayé de lancer ce projet plusieurs fois dans ma vie et c'était jamais le bon moment ou jamais la bonne forme. Enfin, ça, c'est ce que je me dis avec un petit peu de recul. Parce que soit j'arrivais pas à m'y investir vraiment, soit, je sais pas, il y avait quelque chose en tout cas qui n'était pas aligné. Et moi, je pense que quand c'est le moment qu'un projet sorte, tout s'aligne. L'univers t'envoie des petits trucs quand même qui te dit « Vas-y chérie, t'es sur la bonne voie ». Et jusqu'à, donc il y a 3 ans, c'était pas encore arrivé. Et alors, c'est venu de plusieurs choses. Première chose, c'était l'envie de faire d'autres choses que ce que je faisais. Donc j'ai évolué beaucoup dans le milieu de la télévision et c'est vrai que c'était un milieu que j'avais envie gentiment de quitter parce que voilà. Ouais, t'avais fait le tour, t'avais fait déjà plein de choses. Et je voulais laisser la place aussi à d'autres qui arrivaient avec une fraîcheur que moi, sûrement, je n'avais plus trop. Donc t'avais cette impression, toi? Je te coupe là-dessus, mais t'avais cette impression ou pas en télé vraiment? Ouais, un d'avoir... peu. Je pense que c'est juste une question d'envie. Je pense que j'étais encore capable de créer des choses, mais je pense que c'est vraiment une question d'envie. J'avais plus ce feu que j'ai pu avoir au début. Et je pense que beaucoup de jeunes chorégraphes l'avaient. Et puis c'est important aussi, encore une fois, dans la transmission, des fois de savoir se retirer d'un endroit, sachant que d'autres ont peut-être plus de niaque et d'investissement, d'envie, de passion pour cette chose-là. Et puis c'est vrai que j'avais envie aussi de faire mon propre projet parce que j'avais plein de trucs à dire. Et qu'artistiquement, j'avais envie de développer quelque chose de A à Z, du début à la fin, sans personne pour me dire quoi que ce soit. Donc c'est parti de là. Et c'est parti aussi de ma rencontre avec le cirque. Pendant le confinement, je me suis retrouvée par la force des choses confinée avec une quinzaine de circassiens et circassiennes. Et là, ça m'a complètement chamboulée parce que j'ai découvert un art que je connaissais peu, mine de rien. J'avais des références assez basiques en termes de cirque, pour ne pas les nommer, parce que s'ils m'entendent, ils vont encore me dire... Comme on a tout, j'imagine, voilà. Et là, je découvre le cirque contemporain, donc le mouvement lié au jeu d'acteurs, lié à l'univers du clown, les acrobaties, les agrès, je découvre tout ça et je me dis mais incroyable, qu'est-ce que c'est que ce bordel, c'est merveilleux et c'est en même temps hyper complémentaire avec la danse. J'ai envie de faire un mélange parce que j'ai toujours aimé mettre plein d'épices et faire des grosses recettes avec plein de choses et là quand je rencontre 2 circassiennes, Maria et Una, et je me dis mais ces femmes sont incroyables, j'ai envie de créer quelque chose avec elles et Betty Mention qui est donc une magnifique chorégraphe belge que je connais depuis extrêmement longtemps et qui a toujours été pour moi une grande inspiration, aussi bien artistiquement qu'humainement. C'était une évidence qu'elle soit là aussi et donc 2 danseuses, 2 circassiennes, 4 femmes. Je vais pouvoir faire quelque chose de très aligné avec ce de quoi j'avais envie de parler. La condition féminine, la résistance au féminin. J'avais envie de faire parler les femmes aussi, de faire parler ces femmes. Et ça s'est fait comme ça. Et je me suis lancée dans ce truc-là, évidemment en ne sachant absolument rien. Monter une asso, quoi Monter une compagnie. Comment ça, il faut faire... alors moi, tout ce côté-là, c'est la cata. Mais bon, j'ai appris au fur et à mesure. Mon compagnon qui est circassien m'a beaucoup aidé aussi là-dedans. J'ai eu cette chance-là et tout s'est aligné petit à petit. Évidemment, j'ai fait ça sans subvention, sans rien, à l'arrache, en faisant un prêt à la banque pour financer mon propre projet. Voilà, je le dis. Parce qu'en fait, j'avais tellement envie de faire ça. Encore une fois, rien ne pouvait m'arrêter. C'était ça que je devais faire à ce moment-là. Et j'étais prête à tout, pour ça. Voilà. Et aujourd'hui,
Et Enfin aujourd'hui, depuis 3 ans en tout cas, cette compagnie qui roule, qui tourne et qui cartonne. Ouais, important aussi, j'avais aussi envie de sortir du cursus un peu danse et d'aller plutôt en art de la rue. Et aujourd'hui, donc notre compagnie, elle est plutôt art de la rue, plus que danse. C'est plutôt cirque, art de la rue, même si évidemment il y a beaucoup de danse dedans. Mais j'avais très envie de faire une création pour l'espace public parce que j'avais très envie de me réapproprier l'espace public et de permettre à ces 4 femmes de se réapproprier cet espace. En tant que Parisienne, je suis sûre que voilà, ça va parler à beaucoup de femmes. L'espace public, il n'est pas toujours très accueillant pour nous. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de le faire aussi en extérieur envie de reconnecter avec le public aussi de manière très brute, c'est-à-dire sans écran entre eux et nous, pouvoir les regarder dans les yeux avec la lumière du soleil et c'est tout quoi. Et donc j'ai sorti le spectacle Josiane ou l'art de la résistance en 2022. On a fait un été de tournée un peu avec des dates qu'on grappillait à droite à gauche, beaucoup à payer. Enfin bon bah voilà, on commence quelque part. Ouais. Et on a fait le festival d'Aurillac, qui est un grand festival d'art de la rue pour celles qui ne connaissent pas. Et là, c'est là qu'on a un peu explosé et qui nous a vraiment lancé on a surfé sur une super belle vague. Et donc là, ça va être notre 4e année de tournée d'été. Et je suis super fière voilà, trop bien. De ça. Ça parle de quoi le spectacle? Si tu devais un peu pitcher pour encore une fois ceux qui ne l'ont pas vu mais qui vont le voir évidemment bientôt. J'espère. Bien sûr. Les Josiane ou l'art de la résistance, c'est un mélange de cirque et de danse. Il y a aussi de la danse verticale, il y a du chant en polyphonie, il y a un peu aussi pas mal de disciplines différentes. Et ça parle de résistance au féminin, comment on peut résister dans notre quotidien, comment on peut résister ensemble, la place de la sororité dans la société, comment aussi on peut rendre hommage à toutes celles qui nous ont ouvert la porte pour qu'aujourd'hui on puisse faire des spectacles comme cela et être libre comme on l'est aujourd'hui. Donc comment faire ce lien, comment faire ce pont, comment leur rendre hommage et en même temps leur montrer qu'on continue leurs combats, comment aussi faire le lien avec les générations futures. Voilà, donc on a vraiment travaillé sur la notion de résistance physique, émotionnelle, psychique, toute forme de résistance par la joie, par l'humour. Ça c'est hyper important, c'est pas du tout un spectacle qui est plombant. C'est très coloré, c'est très joyeux, c'est, j'espère, un peu drôle. Enfin, moi, ça c'est très drôle. C'est très drôle. Rire, en tout cas. Mais c'était surtout comment on peut résister et comment on peut être puissante en étant aussi drôle, en étant démente, en étant joyeuse. Donc voilà, c'est un peu tout ça en même temps. Et pourquoi ce sujet, il était, j'imagine que ça résonne forcément avec ta vie aussi certainement personnelle, enfin de tous les jours comme tu le disais, mais pourquoi ça te tenait tant à cœur finalement d'aborder ce sujet-là, et de parler de ces femmes-là? Parce que, ce spectacle c'est un peu un hommage à ma grand-mère. J'ai une grand-mère féministe, c'est les féministes des premières heures qui a brûlé son soutien-gorge sur la place publique et qui m'a toujours élevée, elle a beaucoup fait partie de ma vie et de mon éducation en me communiquant donc ces valeurs-là. Et ça a été hyper important pour moi ensuite de les mettre en mouvement. Et donc c'est un hommage à cette grand-mère qui m'a inculqué toutes ces valeurs féministes et que tout était possible pour les femmes et qu'on devait surtout continuer à se battre pour l'égalité, même si ça va mieux aujourd'hui, on sait très bien qu'on n'est pas du tout encore arrivé et il faut absolument qu'on continue. Et nous on a une super arme, c'est nos voix et nos corps et c'est pour ça que c'était super important de parler de ce sujet-là. Et aussi parce que dans ma vie, comme toutes les femmes, j'ai traversé des moments difficiles. J'ai été forcément victime d'agressions verbales, physiques. Enfin voilà, j'ai vécu des choses pas très cool en tant que femme et c'était aussi un moyen pour moi d'en faire quelque chose de bien et d'en faire quelque chose de positif et de le tourner en lumière, quoi. Et je trouve qu'il faut en parler.
il faut en parler sur la place publique. Et c'est pour ça aussi que le spectacle, c'est une façade de 6 mètres sur 5 qui représente la façade d'une maison provençale, enfin une maison dans un village provençal. Et l'espace de jeu, c'est pour moi la place publique. Donc qu'est-ce qu'on est venu dire sur cette place publique? On est venu dire tout ça en criant haut et fort. Et là, on entend des travaux. Je pense que c'est les Josiane qui sont en train de monter le. C'est ça. Elles sont là derrière. Ouais, on prépare pour ce soir, les gars là. Voilà, c'est un peu tout ça. C'est quoi le programme là pour justement pour la compagnie? Les prochaines étapes, les prochaines dates, les prochains moments. Quand c'est qu'on peut venir vous voir? Donc on joue notre premier spectacle ce dimanche. Alors on n'a pas trop de dates. Si, on a une date à Melun au mois de septembre. Mais alors avec le Josiane de la Résistance, on a une trentaine de dates donc partout en France. Et on a aussi, on fait de nouvelles créations cet été. Donc on rentre en créa, on a commencé déjà, mais on fait une créa collective avec Cirque la Compagnie, qui est donc une compagnie de cirque composée exclusivement d'artistes masculins. Okay. Et on a une commande donc d'un festival qui s'appelle le Festival d'Alba pour faire une création collective à 8. Voilà, donc les Josiane et Cirque la Compagnie. Donc on se lance aussi là-dedans, dans cette créa donc collective. c'est les Josiane. Comment ça va se passer cette cohabitation justement? Ça va être quoi Est-ce qu'on peut parler du thème? Qu'est-ce que vous allez aborder? On va aborder le thème des façades du masque social. Donc des façades dans tout ce que ça raconte. Des façades qu'on se met, des façades qu'on n'arrive pas à s'enlever, des façades qu'on se met pour se protéger ou bien pour rire. Voilà, donc tous ces visages un peu qui font ce qu'on est aussi, parce qu'on est tous et toutes des personnes multifacettes. Donc comment on raconte ça? Toujours avec, j'imagine, le côté chant, danse, cirque, comédie, humour. Mais là, cette fois-ci, avec en plus une compagnie en plus, quoi. Avec des hommes. Avec des hommes. Des hommes qui arrivent avec les Josiane. Voilà, mais c'est super. Hein. Attention, hein, nous, on adore les hommes. Hein, c'est pas le problème. Mais au contraire, on trouve ça super intéressant parce que c'est d'autres énergies. Eux, ils ont d'autres agrès de cirque aussi. Ça va amener quelque chose en plus et ça va être super. Parce que plus on est de fous, plus on rit. Et plus il y a de discipline, plus c'est riche aussi visuellement. Donc, on est trop contente. Qu'est-ce que tu souhaites le plus pour ce projet et qu'est-ce que tu te souhaites toi pour la suite? Comment t'imagines un peu la suite de ton aventure artistique là, si tu devais te projeter? Ou est-ce qu'il y a encore d'autres envies? Est-ce qu'il y a encore, j'imagine que oui, mais… Ah ouais, il y a plein d'envies. D'un point de vue purement artistique et créatif, j'ai très envie de monter une jeune compagnie qui s'appellera les Josettes. Voilà, de former des jeunes. J'ai encore envie d'un quatuor de femmes parce que ça me plaît en fait cette version-là. Donc projet de jeune compagnie, projet donc potentiellement d'aller plus loin avec ce projet collectif et de le faire tourner. Projet aussi d'une deuxième création en salle avec les Josiane. Et aussi beaucoup de projets de médiation culturelle. J'ai très envie que ça soit vraiment un volet important de la compagnie et de faire des interventions sur les thèmes qu'on aborde dans la compagnie et les valeurs qu'on défend, de faire des interventions dans diverses structures avec divers publics et j'ai vraiment envie de développer un peu ça. Pas trop eu le temps pour le moment, mais ça c'est vraiment quelque chose qui m'importe et qui me tient à cœur. Et toi, personnellement, et parce que tu es mon ami que j'aime fort, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? D'être heureuse parce que ça reste quand même le principal, avec tout ce qu'on vient de dire, ça reste quand même le principal, d'être heureux dans sa vie, d'être aligné avec qui on est et ce qu'on fait. Donc d'être heureuse. Et d'aller au bout de mes rêves, parce que j'en ai encore plein. Et je compte bien aller au bout, mais tu peux me le souhaiter, ça me fera pas de mal. Et qu'est-ce que tu aimerais, si tu devais
un conseil, un tip, ça peut faire un peu cliché, mais maintenant, avec toute l'expérience que tu as, quelqu'un qui a envie de se lancer justement plus sur un projet perso, on fait rarement, moi c'est pareil, en t'invitant là, c'était aussi, j'avais cette envie depuis un moment je le fais derrière d'habitude dans mon métier, d'interviewer des gens, je trouve ça hyper intéressant, je me suis dit non mais attends, moi tout ce que je vois, je veux absolument que les gens puissent aussi, tu vois, le voir. Mais on le fait peu parce qu'on des fois soit par manque de confiance, soit par manque de temps. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur, qui peut être très tracker, justement comme tu as pu l'être, de se lancer dans son projet? Alors il faut oser. Oser, en fait, c'est le principal. Oser. Aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de dire parce que c'est super important et le problème aujourd'hui c'est c'est très difficile de regarder devant soi et pas à côté. Parce que les réseaux sociaux, parce que beaucoup de concurrence, parce que ce truc de validation, de pouce en l'air et tout ça, moi je trouve que ça a buté plein d'envie aux gens et ça a coupé l'herbe sous les pieds de beaucoup de personnes. Donc ne laissez personne vous couper l'herbe sous les pieds et aller au bout de ce qu'on a envie de défendre. Ne pas écouter ce qui se dit, ce qui se passe autour, on s'en fiche. Si ça peut toucher une personne, c'est déjà gagné. Et entourez-vous aussi, voilà, de s'entourer de gens qui croient en nos projets, de gens qui croient en nos projets, de gens bienveillants qui sont là pour nous aider, de gens qui ont des connaissances aussi. Et commencer quelque part aussi. On se dit toujours, moi au début pareil, je me suis dit mais comment je commence en fait. Surtout que j'avais cette idée de façade de 6 mètres sur 5, parce que déjà, mais je disais que, tu vois, c'est pas palpable. Oui, non, bah ouais. Là, genre, il faut commencer quelque part. Donc, mon début, ça a été d'appeler ma copine Betty et de dire viens, on se met dans une salle toutes les deux. Voilà, donc on s'est mis dans une salle toutes les deux et puis on a commencé à faire des trucs. Donc, le moindre petit truc qui peut lancer quelque chose, on y va. Et même si ce ne sera pas tout de suite, waouh, incroyable, super spectacle qui se vend partout, et tant mieux, parce que ça se construit petit à petit. Mais commencer par le petit grain de sable qui va faire le Sahara. Le petit grain de sable, le Sahara. C'était beau. C'est pour ça que tu avais peur de faire une interview, parce que tu avais peur de dire des conneries pareilles ou pas? Attends, c'est hyper philosophique. Oh, pas vrai ça. Merci Julia. Merci Julien. À bientôt Julia. Bisous. Bisous.